Bonjour Frédéric, Bonjour Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation. Frédéric, tu es professeur de sciences politiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et si je t'ai invité, c'est pour parler du Parti socialiste. Donc le Parti socialiste, je le rappelle, est en phase de congrès, on va dire, puisqu'il y a eu deux tours déjà d'élection. Il y a eu un premier tour. Jeudi, pas de cette semaine, mais de la semaine dernière, pour élire le Conseil national, et puis un deuxième tour, entre guillemets, pour élire le premier secrétaire. Euh, Tout cela avec en perspective le week-end prochain une grande réunion de tous ces socialistes à Marseille qui va être, je sens, très très chaude parce que précisément, notamment le deuxième tour, hein, l'élection du premier secrétaire, donc qui se faisait entre Olivier Faure et Nicolas Meyer-Rossignol, euh, a été pour le moins assez sportif, notamment la communication des résultats. Donc les premiers résultats ont commencé voilà, à être donnés à partir de jeudi dans la nuit. Et puis vendredi, donc le Parti socialiste officiellement a dit que c'était Olivier Faure qui avait gagné. Mais tout de suite, les équipes de Nicolas Meyer-Rossignol et Nicolas Meyer-Rossignol lui-même ont contesté en fait ce résultat. On dit que c'était faux, que c'était pas vrai, que c'était lui qui avait gagné, etc. Et tout cela a duré pendant tout le week-end. Alors il y a eu des commissions de recollement, etc., diverses et variées, des accusations de fraude dans tous les sens. Bon, aujourd'hui, le Parti socialiste, de façon officielle, voilà, continue d'annoncer que c'est Olivier Faure qui a gagné. Et Nicolas Meyer-Rossignol continue de dire que bah c'est pas vrai, c'est pas possible, ce vote n'aurait pas dû avoir lieu. Comment tu analyses cette séquence depuis jeudi? Qu'est-ce que ça veut dire au fond de l'état du Parti socialiste aujourd'hui? Bah, il y a deux choses. C'était prévisible au vu du résultat du premier tour, puisqu'à partir du moment où Olivier Faure avait, c'est un peu moins de 50%, et où les deux autres motions arrivaient derrière, donc celle de Meyer-Rossignol et puis celle de Hélène Geoffroy, qui était la motion, disons, la plus ouvertement hostile à l'accord de NUPES, ont d'une certaine façon fusionné, enfin, ont passé une alliance, puisque Hélène Geoffroy a appelé et ceux qui l'avaient soutenu à voter pour Mélenchon, on savait bien que ça allait être très serré. Donc ça veut dire aussi que les acteurs ont tout fait pour essayer de déplacer les lignes et les électeurs, évidemment, et qu'ils ont aussi eu la possibilité de se préparer à d'éventuelles contestations. D'une certaine façon, quand plus un scrutin est serré, ça se voit aussi dans les élections locales ou nationales, hein, quand il y a eu un certain nombre d'élections qui ont été annulées, justement, qui ont été jouées ce week-end aux législatives, plus l'écart est faible et plus la contestation, effectivement, a de chances de se produire. Donc simplement sur ce plan factuel, c'était pas très étonnant, et on a l'impression clairement que les acteurs, et en particulier la candidature, on pourrait dire l'équipe qui soutient la candidature de Meyer-Rossignol, s'y sont préparés, puisqu'on a vu que dès 17 heures, avant même que le vote ait été enclenché, on avait déjà des alertes, notamment du premier secrétaire de la Fédération de Paris, qu'il y avait des tentatives d'intimidation. Bon, il faut rappeler quand même que les élections dans les partis politiques ne se passent pas comme les élections, on va dire, politique organisée par l'État. J'allais dire, c'est une organisation interne aux partis politiques. Évidemment, les partis n'ont pas les moyens, et le Parti socialiste aujourd'hui beaucoup moins qu'hier, d'organiser une élection avec des urnes transparentes partout, dans des sections qui parfois ne comptent que une dizaine d'électeurs, ou avec des registres contrôlés, validés, avec des observateurs de chaque camp partout. Ce serait sans doute souhaitable, mais pratiquement, c'est impossible, hein. Donc évidemment, tout ça occasionne la possibilité d'exercer des pressions ou des manipulations bien plus importantes que dans une élection, j'allais dire, politique normale, organisée par l'État. Et évidemment, quand le scrutin est serré, tout cela offre des éléments, des prétextes à la dénonciation et à la contestation. Et la plupart du temps, ça se règle à l'amiable. Par exemple, lors de l'élection en 2008, très
très disputé et très serré aussi entre Ségolène Royal et Martine Aubry. Il y avait eu des menaces, comme il y en a là maintenant, de recours à des tribunaux pour faire trancher les choses. Et puis, eh bien, on s'était mis d'accord. Alors, on s'était mis d'accord sur quoi? Sur le programme politique, sur un certain nombre de réformes internes, etc., etc. Parce qu'on voit bien que en fait, ça n'est pas tranchable. C'est-à-dire que si on remet en cause, tel ou tel, résultat final, il faudrait probablement effectivement ou on ouvre en quelque sorte des perspectives avec contestation qui d'une certaine façon ne prendraient jamais fin. Sauf à dire qu'il faut refaire le scrutin. Bon, vu les circonstances d'ailleurs, on ne voit pas comment ça pourrait nécessairement déboucher sur un résultat différent. Donc il faut d'une certaine façon accepter, on pourrait dire le mal fonctionnement. Et j'ajouterais d'ailleurs que le paradoxe, puisque j'évoquais l'élection de 2008, à l'époque, les fraudes avaient été bien plus massives, puisqu'on avait, on constatait par exemple dans certaines sections qu'il y avait un taux de participation de 100%, parfois plus. C'est-à-dire qu'on avait clairement voté à la place d'adhérents qui ne s'étaient pas déplacés. Là, quand on regarde le taux de participation global, s'aperçoit que grosso modo, c'est inférieur à 50% un peu partout. Il y a des sections où ça vote un peu plus, un peu moins. Donc on a quand même l'impression que disons, l'ampleur des manipulations n'est quand même pas aussi importante que certains le dénoncent, sans pour autant effectivement que je cautionne d'une façon ou d'une autre ce qui s'est passé. Mais disons que il me semble qu'on fait beaucoup de bruit pour rien et que ce qui est intéressant effectivement, c'est de comprendre pourquoi on fait beaucoup de bruit. Hein. Alors justement, tu dis ce qu'il faudrait, c'est finalement, comme ce qui s'est passé en 2008, une résolution à l'amiable. C'est-à-dire en gros que les équipes de Fort et les équipes de Meilleur Rossignol se disent, bon, bah voilà, c'est toi qui as gagné, et on résout le problème politiquement, quoi. Bien Euh, sûr. Est-ce que ça, d'après toi, là on est le 23 janvier, est-ce que c'est envisageable entre les équipes de Meilleur Rossignol et les équipes de Fort? Bah, écoutez, écoute, j'en sais rien, si ce n'est pas envisageable, on risque fort d'aller vers une scission ou alors il faudrait provoquer un nouveau congrès ou je ne sais congrès extraordinaire ou je ne sais quoi. Parce que, quand un parti est divisé en 2 blocs, alors même s'il y a un bloc plus composite d'un côté, dont on se demande d'ailleurs, sur quel pilier il repose parce que, la motion d'Hélène Geoffroy qui a fait un peu moins de 20, ils sont carrément pour sortir de la NUP. Alors que Meyer-Rossignol a une position quand même beaucoup plus, modérée et floue par rapport à ça, hein. Bon, donc comment déjà ils peuvent s'accorder? Bon, en admettant quand même que ça fait un bloc, 50-50, n'importe quelle organisation, ou politique ou syndicale, ne peut pas, en quelque sorte, durer ou, tenter de fonctionner normalement s'il n'y a pas à un moment, les gens quel que soit le leader, qui se parlent et disent: «Voilà, on accepte de travailler ensemble à telle ou telle condition». Sauf qu'évidemment, comme il y a beaucoup de non-dits, dans dans ce conflit, non-dit c'est quoi? C'est qu'au fond, Nicolas Meyer-Rossignol pour l'instant proteste sur des motifs de vertu, sans dire exactement ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il veut qu'on inverse le résultat? Est-ce qu'il veut qu'il y ait des garanties qui soient données sur, par exemple, le fait que la prochaine élection européenne, il y aura une liste, 100% socialiste éventuellement avec les radicaux, mais sans plus? Élection européenne? Est-ce qu'il veut la moitié des places pour les gens de son courant? Est-ce qu'il veut des garanties sur le fait qu'on n'appliquera pas l'accord NUPES pour les élections locales? Enfin, on ne sait pas très bien ça. C'est-à-dire que si au moins en 2008, par exemple, Ségolène Royal avait obtenu l'engagement de Martine Aubry et les royalistes, si on peut dire, ceux qui soutenaient sa candidature, que le PS s'engagerait à mettre en place un système de primaire pour désigner le candidat à l'élection présidentielle. Ça l'intéressait, elle, au premier chef, puisqu'elle imaginait à l'époque qu'elle serait en quelque sorte favorite pour ça. Et puis, voilà, ça s'était réglé comme ça. Là, on ne sait pas très très bien finalement qu'est-ce qu'ils veulent, quoi. C'est-à-dire que donc c'est compliqué pour faire un accord politique. Alors si le vrai problème c'est, sortir ou pas ou rester dans la NUPES, alors là, d'une certaine façon, Absolument. c'est insoluble, et donc ça évidemment, débouchera, sur un blocage. Je ne Alors suis pas justement, sûr que ce soit que ça. voilà, justement, là, en gros, la différence entre les trois motions, on va dire, entre Hélène Geoffroy, Nicolas Meyer-Rossignol et Olivier Faure, ce que tu proposes, c'est que tu dis, c'est leur rapport à la NUPES. C'est Hélène Geoffroy, elle peut sortir, Nicolas Meyer-Rossignol, on ne sait pas trop, et Olivier Faure, il veut rester dedans. Est-ce qu'il y a vraiment que ça
qui fonde aujourd'hui les différences entre ces trois courants? Bon, il y a plusieurs, il y a des choses qui les distinguent par rapport, j'allais dire, à l'avenir, c'est-à-dire la stratégie, que doit avoir, le positionnement que doit avoir le Parti socialiste, et puis il y a des choses qui les on pourrait dire qui sont liées au passé, à un certain nombre de contentieux, puisque les alliances, d'une certaine façon, sont quand même assez composites. Du côté des antiforts, si on peut parler comme ça, il y a, par exemple, évidemment le Anne Hidalgo et tous ceux qui ont été, et d'ailleurs Mireille Rossignol avait un rôle important dans la campagne d'Anne Hidalgo, comme Carole Delga qui considère que la débâcle du chiffre de 2%, moins de 2% à l'élection présidentielle tient au fait que le Parti socialiste a finalement lâché sa candidature, enfin la direction du Parti socialiste n'a pas été jusqu'au bout du soutien de cette candidature après l'avoir sollicité, puisqu'il y a eu un moment où Olivier Faure a essayé de faire retirer la candidature d'Anne Hidalgo au moment des primaires. Bon, voilà, donc il y a un contentieux là qui est assez fort, on pourrait dire, Stratégique? qui s'est constitué. Il y a aussi des contentieux très importants qui sont liés à la manière dont les élections législatives se sont déroulées, plus exactement les négociations de l'accord NUPES. Alors on met beaucoup l'accent sur le programme, mais surtout quand même sur les investitures, puisque évidemment il y a eu beaucoup de déçus, hein. Le Parti socialiste a été assez mal servi, reconnaissons-le, c'est-à-dire dans la distribution des circonscriptions et notamment dans les grandes villes tenues par les maires PS, on n'a quasiment pas investi de candidats socialistes. Si le maire de Montpellier aujourd'hui est remonté comme un coucou contre Olivier Faure et la direction du Parti socialiste, c'est parce qu'il se retrouve avec des députés France Insoumise autour de lui, et donc il a fort à faire. Et on voit la même chose dans beaucoup de voilà, dans beaucoup de villes, ce qui fait que les barons ou les baronnes socialistes sont souvent très très hostiles à Olivier Faure, parce qu'il lui reproche de ne pas avoir suffisamment, avoir suffisamment défendu leurs intérêts politiques, et de les mettre en situation difficile avec, on sait bien que quand il y a un député ou une députée dans une circonscription, bah, ça permet éventuellement ensuite de peser sur d'éventuelles élections municipales ou des élections départementales, etc. Et donc, tout ça, évidemment, ressort à cette occasion-là, hein. On dit, au fond, OK, peut-être que. Et là, on voit bien que c'est pas seulement l'accord NUPES en tant que tel, c'est comment il a été négocié sur le volet du nombre de circonscriptions, et accessoirement aussi sur le programme, où certains lui reprochent d'avoir trop concédé. Bon, même si, à mon avis, je pense que là-dessus, c'est pas le, c'est pas la raison principale, on pourrait dire, du mécontentement. Deuxième chose, il y a tout le courant, plutôt tous les gens qui sont issus de l'ancien gouvernement Hollande, enfin les Cazeneuve ou les Hollande lui-même ou les Cambadélis ou tous ces gens-là, considèrent qu'Olivier Faure est allé trop loin dans la critique du bilan, hein, qu'il a trop concédé, on pourrait dire, à la gauche de la gauche, ou à la gauche de gauche, peu importe, en jetant le bébé avec l'eau du bain, en ne faisant pas un bilan suffisamment équilibré. Voilà, il a complètement tourné la porte à ça. Alors bon, c'est exprimé comme sur le mode de on renonce à la culture de gouvernement, bon, ce qui est pas tout à fait la même chose à mon avis, mais enfin bon, en tout cas, voilà, donc il y a une coalition comme ça qui se crée. Et puis par rapport à l'avenir, évidemment, d'autres sont plus attentifs à l'avenir qu'au passé, si on peut dire. Il y a une double préoccupation. Alors celle des élus locaux qui veulent pas élargir éventuellement leurs alliances municipales, régionales ou départementales à des partis de la NUPES avec lesquels ils sont en opposition ou en conflit, hein. Carole Delga, elle gouverne pas avec les écologistes, par exemple, et elle n'a pas forcément envie de se voir imposer. Voilà. LFI, n'en parlons pas, pour beaucoup d'élus, voilà, il y a déjà pas beaucoup de place à se partager, pas forcément envie d'ouvrir. Et puis surtout sur le plan national, il y a des gens qui pensent que voilà, on sort de l'ère Macron, on va sortir en 2027 de l'ère Macron, donc on va dire là on va basculer très probablement d'un macronisme
officiellement et de gauche et de droite, un macronisme cette fois-ci qui pourra plus se cacher derrière le parcours de Macron et ses promesses de 2017. On ne sait pas encore qui va reprendre le flambeau, mais enfin, ça sera plus probablement Édouard Philippe ou, je sais pas moi, Bruno Le Maire ou quelqu'un qui vient clairement de la droite. Et donc, il va y avoir effectivement, probablement, dans leur esprit, hein, une partie de l'électorat qui était historiquement celui de François Hollande ou du Parti socialiste, qui a encore voté Macron. Il y en a beaucoup en 2000, non seulement en 2017, mais en 2022, qu'il va falloir récupérer, de même qu'il va falloir récupérer toute l'aile gauche du macronisme qui va se retrouver orpheline. Et donc certains petits socialistes se disent, si on se cale trop sur le programme et dans une alliance avec la NUPES, on se prive de se retrouver en quelque sorte en position centrale pour 2027. Hein. Donc, Mais alors attends, justement Frédéric, là tu me parles beaucoup en fait de ceux qui sont pas sur la ligne de fort et tu me montres que voilà c'est un amalgame un peu hétéroclite de pas mal de gens qui ont des choses à reprocher à la ligne de fort pro-NUPES. Mais si on prend par exemple le camp fort. Est-ce que tu considères que l'inscription dans la NUPES a changé quelque chose de fondamental au logiciel du Parti socialiste depuis maintenant, ça fait presque 8, 9 mois. Est-ce que, et je prends par exemple l'exemple de la réforme des retraites, est-ce que les propositions du Parti socialiste emmenées par Olivier Faure sont véritablement critiques de ce qu'avait proposé François Hollande par le biais de Marisol Touraine, c'est-à-dire 43 annuités et la retraite à 62 ans. Est-ce que toi, tu vois une différence? Parce que moi, j'ai interviewé des socialistes là depuis quelques semaines et tous les socialistes que j'ai interviewés, ils ne voulaient pas revenir sur les 43 annuités et quand tu leur dis la retraite à 60 ans, ils sont pas trop pour. C'est-à-dire, je parle notamment de Sébastien Vincini, qui est le président du conseil départemental de Haute-Garonne et qui est un proche de Fort, ou Sarah Kerich, qui est conseillère régionale dans le Nord, dans les Hauts-de-France, et qui, de la même façon, me disait non, 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 on ne revient pas là-dessus. Donc, tu vois, est-ce que vraiment, toi, tu considères que ça a fait évoluer le logiciel ou pas du tout? alors, la NUPES, c'est deux choses. C'est d'abord un accord électoral sur des circonscriptions qui a permis à la gauche de sauver un nombre de députés très appréciable, si on le compare notamment à 2017, sans avoir évolué en nombre de voix, ou très peu. Hein, bon. Et donc, dans l'esprit de beaucoup de socialistes et de la direction du Parti socialiste, la NUPES, c'est quand même d'abord ça. Ça a été un moyen, après je ne sais même pas comment qualifier ça, la bérésina de l'élection présidentielle pour la candidate socialiste, de sauver un groupe. Et de ce point de vue-là, c'est réussi. C'est-à-dire qu'ils ont 30 députés, ils en avaient 29. Alors, on aurait pu se dire, bah, c'est pas une grande victoire, sauf que, malgré tout, vu le score à la présidentielle, c'est quand même pas si mal que ça. Hein, bon. Donc, et évidemment, pour obtenir cet accord, il a fallu lâcher un certain nombre de choses. Il a fallu signer un programme commun à la va-vite en une semaine. Hein, alors aussi bien avec le PS, mais aussi avec le PC, avec Europe Écologie Les Verts. Et on a bien vu qu'il y a eu tout un certain nombre de choses qui ont été laissées de côté, ou laissées de manière ouverte. Bon, bien entendu, quand le Parti socialiste signe cet accord un peu contraint au mois de juin sur la question plus particulièrement de la réforme des retraites à 60 ans, bon, il n'y a pas eu de consultation du parti, il n'y a pas eu de vote, c'est un revirement. Et je pense que ce que tu me dis ne m'étonne pas du tout. C'est-à-dire que je pense que ça a mis devant le fait accompli, d'une certaine façon, les cadres, les militants et les élus du Parti socialiste, qui, évidemment, ne sont pas majoritairement convaincus par la possibilité même qu'on puisse revenir à 60 ans. Et encore, il faudrait discuter dans quelles conditions. Voilà. Mais ce que Donc, je veux dire, c'est que en fait, le travail d'Olivier Faure, à part bon, la participation à l'intergroupe parlementaire ou je ne sais pas quoi de la NUPES, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le Parti socialiste, qui a été initié un travail de, genre, je ne sais pas, modification programmatique et du projet du Parti socialiste entre ce qu'il a été avant 2017 et ce qu'il est aujourd'hui?
Bah, oui, d'une certaine façon quand même, parce que, sur cette question, par exemple, et on voit avec le conflit sur les retraites, on a clairement quand même eu un engagement, alors pas seulement, hein, aussi sur l'impôt sur la nécessité d'augmenter la taxation, du capital, où le parti socialiste s'est lancé dans une vaste, mobilisation. Quand on regarde les votes, à l'Assemblée nationale, le PS, pas plus que les écologistes, ne votent systématiquement de la même façon que les élus LFI, mais il y a quand même globalement, j'allais dire, une convergence assez large qui s'est fait, en tout cas sur le budget, sur les textes les plus importants. Donc je crois qu'il y a une prise de conscience qu'incarne assez bien Olivier Faure. Il a évolué là-dessus. Lui-même vient de c'était un rocardien historiquement, il a travaillé longtemps avec François Hollande, il n'était pas du tout, il faisait pas partie des députés frondeurs, pendant le quinquennat Hollande, mais sans pour autant être ministre et secrétaire d'État. Mais enfin bon, voilà, c'était quand même quelqu'un qui était plutôt, j'allais dire dans le centre ou dans le ventre mou, hein, du socialisme français. Je pense que c'était quelqu'un qui a, lui et son entourage, clairement évolué, dans le sens où, et ça, il y a rien qui le montre aussi bien que le bilan critique qui a été dressé, du quinquennat Hollande, où, désormais, j'allais dire, on fait son mea culpa, sur je sais pas moi, sur le CICE sans compensation. Je parle même pas évidemment de la loi travail ou, de la, des pertes de nationalité, enfin bon voilà. Mais, sur des choses assez importantes, il y a quand même clairement aujourd'hui un discours qui consiste à dire: «Bon, la situation n'est plus la même qu'en 2012, entre-temps, il y a eu non seulement, l'échec du quinquennat Hollande, mais il y a eu aussi, le quoi qu'il en coûte, il faut effectivement, on ne reviendra au pouvoir que si on clairement, on affirme une identité de gauche, hein. Après, le diable se niche dans les détails, bien entendu. Il y a un certain nombre de points sur lesquels, les socialistes sont pas du tout sur la même ligne, que LFI ou qu'Europe Écologie Les Verts ou que le PC. Et ça, je dirais que c'est un problème général du fonctionnement de la NUPES. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire porter au Parti socialiste la responsabilité du fait que la NUPES, depuis, j'allais dire sa mise en place, et en juin dernier, a du mal à se doter des instruments ou des lieux, d'élaboration, d'un programme collectif, hein. Alors c'est pas que voilà, les divisions internes, à chaque parti et les problèmes, j'allais dire, d'appareil, ou de vie interne de chaque parti ont complètement tout phagocyté depuis. Il y a eu le congrès des Verts, il y a le congrès du PS, il y a eu évidemment la question de la succession de Jean-Luc Mélenchon à la tête, du groupe parlementaire et puis de la nébuleuse gazeuse LFI, il y a le congrès du PC. Donc effectivement, tout ça, fait complètement passer au second plan la question, la double question, enfin même triple question essentielle pour 2027, s'il n'y a pas des élections législatives avant, hein, ce qui reste encore une possibilité à mon avis que je n'écarterai pas. C'est, voilà, comment on élabore un programme commun? Est-ce qu'il faut un programme commun? Si on dit qu'il faut un programme commun, ça veut dire qu'il faut une candidature unique. Et s'il y a une candidature unique, la question c'est comment on désigne le candidat unique. Voilà. C'est aussi bête que ça, mais ces Moi, questions-là, avant tout ça, elles ne avant le programme et la candidature, c'est bien d'avoir un projet commun aussi. c'est bien ce que j'ai. Enfin, pour moi, projet, programme, c'est un peu la même chose. Enfin, je veux dire, parce qu'évidemment, un projet, on peut toujours dire qu'il faut aller vers plus d'égalité, moins Parce de. que le programme, on l'a eu, hein, le programme commun, c'est la NUPES, là. Enfin, c'est ce truc de la Ah mais NUPES. non, c'est pas. Alors là, là, si on pense ça, c'est pas sérieux. C'est-à-dire qu'on n'élabore pas un Non, programme en une semaine sur la base essentiellement des propositions qui sont portées par le parti dominant au moment de l'élection présidentielle. D'abord parce que aussi la situation de 2022 sera pas la même qu'en 2027. On a tout un certain nombre effectivement de choses à faire. Et puis parce que le programme tel qu'il est proposé, il faudrait probablement 15 ans et dans le meilleur des cas, pour le mettre en œuvre, parce qu'il a pas été chiffré, on ne peut pas tout faire en même temps, il y a tout simplement un problème de priorité puis de blocage du calendrier législatif. Se pose évidemment la question ensuite de l'accord aussi, j'allais dire démocratique, parce que quoi qu'on en ait, ce programme NUPES, il a été élaboré d'en haut, et c'est parfaitement légitime que des adhérents des différents partis politiques disent: «Mais on n'a pas été consultés». Donc si on veut,
convaincre les Français, il faut d'abord aussi convaincre les membres des différents partis, de la NUPES, de, s'approprier enfin de soutenir et de s'approprier le projet. Parce que sinon, il y a aucune chance que, un programme décrété comme ça et négocié d'en haut, en une semaine, soit porté par un courant, militant, populaire ou et cetera. Enfin, il y a plein de problèmes à trancher, sur le pas seulement sur le nucléaire, sur les transitions, mais, sur l'immigration, sur la sécurité, sur, la retraite, sur les hausses de salaire, enfin tout ça, c'est pas aussi simple que ça. Donc, moi je constate que pour l'instant en tout cas, évidemment les divisions du Parti socialiste n'aident pas, mais il y a des divisions aussi, et des, blocages dans les autres formations politiques, qui sont assez affaiblies, les unes les autres, hein, très divisées, mais affaiblies par des conflits, de diverses natures qui empêchent, pour l'instant, on parlait je sais pas, un seul exemple, le fameux parlement de la NUPES semblait être une initiative intéressante, au moins de se dire, voilà, il y a un lieu de délibération collective où les différents partis, mais aussi les mouvements sociaux, les intellectuels, les chercheurs peuvent se réunir. Bon, j'ai pas l'impression que ça travaille beaucoup et que ça fonctionne en tout cas, de manière efficace, hein. Je sais même pas si ça existe encore. Mais j'ai une dernière question, Frédéric. Qu'est-ce qui, selon toi, et malgré voilà, toutes les différences en fait qu'il peut y avoir au sein du Parti socialiste, qu'est-ce qui fonde aujourd'hui l'identité socialiste? Ou qu'est-ce qui pourrait la fonder? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne sais pas, tu as 20 ans, tu as 50 ans, tu as 70 ans, tu rejoindrais le Parti socialiste plutôt que, je sais pas, Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise ou même La République En Marche, la Renaissance, là, je sais pas quoi. C'est le gros problème, du Parti socialiste, mais de tous les partis sociaux-démocrates, depuis, maintenant, 30 ans, qui ne s'arrangent pas, puisque, ils ont tous globalement accepté l'économie de marché, ils ont tous soutenu la construction d'une Europe, par le marché, par les règles de libéralisation, du marché, de la mise en concurrence. Alors, tout en tenant un discours effectivement, on pourrait dire, d'accommodation, hein, ou de voilà, il faut quand même aller vers une Europe sociale, il faut quand même, évidemment penser à l'environnement et cetera. Donc le logiciel, on pourrait dire, social-démocrate, en Europe, il est, devenu, une espèce de libéralisme, soft, tempéré. Voilà, donc il faut quand même un État qui, instaure un certain nombre de protections, il faut penser à l'environnement et cetera. C'est un peu, voilà, c'est un peu de tout. Bon, voilà. Pas très excitant. C'est pas très excitant effectivement et ça ne dessine pas, surtout une société d'avenir. Bon alors, les socialistes français ont quand même eu un mérite, enfin en tout cas les dirigeants du Parti socialiste français, c'est qu'ils ont peut-être plus, là ils sont parmi les premiers en Europe à avoir assumé la social écologie, hein. En tout cas en changeant, tu sais, le titre du Parti socialiste, c'est plus, il y a le logo, il s'est verdi, on a ajouté des fleurs vertes à la rose et on se présente comme un. Sauf que là, la réflexion et l'appropriation, on pourrait dire, de ce projet par les militants du PS, par les élus du PS, reste extrêmement, on pourrait dire, problématique, hein, ou en tout cas, puisque ça a été essentiellement impulsé d'une certaine façon d'en haut, discrètement, et on ne peut pas dire que le Parti socialiste ait produit au cours de ces dernières années un texte ou des textes ou des propositions qui donnent on pourrait dire un contenu à ce que c'est que la social écologie, hein, ou le socialisme écologique, ou etc. C'est-à-dire que, alors il y a pourtant des auteurs de référence qui pourraient être mobilisés pour ça, hein, et puis ça a déjà été fait d'une certaine façon par le passé, y compris dans les années 70, avec des gens comme André Gorz ou Nietzsche, ou des gens comme ça. Bon, mais c'est vrai que le parti n'arrive pas, on pourrait dire là-dessus, à clairement
indiquer ce que serait, au fond, un projet d'une société à la fois plus démocratique, plus égalitaire et respectueuse de l'environnement. C'est une équation qui n'est pas facile à régler, pour aucun parti social-démocrate. Mais les socialistes français, comme il n'y a pas le lien, aussi fort qu'il pouvait y avoir et qu'on voit aujourd'hui dans le parti communiste qui se maintient avec les gros syndicats de l'industrie ou de l'énergie, type EDF ou etc., pourrait d'une certaine façon, être plus libre par rapport à ça pour, aller et sauf qu'évidemment, comme c'est un parti, par ailleurs à la fois très affaibli, qui ne repose plus que sur des élus locaux, alors qui certes verdissent leurs programmes comme leur ville, ou les cours de récréation et agissent sur la circulation automobile, en faisant des choses, mais ont beaucoup de mal à penser à un niveau plus global, ben, on se rend on a cette identité, on pourrait dire par défaut, qui se maintient, et les socialistes eux-mêmes, et notamment, l'aile, j'allais dire modérée, pour se définir et se distinguer aux autres, n'ont rien d'autre à dire que: «Oui, mais nous sommes un parti de gouvernement». Voilà. C'est-à-dire que nous, on est la gauche de gouvernement et vous, vous êtes la gauche, je sais pas quoi d'ailleurs, la gauche qui gouverne pas, ou C'était qui comme ça qu'Anne Hidalgo était rentrée en campagne. oui, c'est ça, mais sauf que gauche de gouvernement, dans l'esprit, de beaucoup, c'est, bah, La on regarde gauche. comment vous avez gouverné. C'est-à-dire que si c'est pour refaire la même chose que ce que vous avez fait, au cours, des périodes au cours desquelles vous avez, gouverné la France, bah, non, ça va pas, quoi. Puis ça règle pas la question de gouverner, mais dans quel, vers quelle direction, hein? C'est tout le problème d'ailleurs du macronisme de ce point de vue-là. Macron gère, il ne gouverne pas, ou alors, sans le dire, vers une libéralisation, de plus en plus forte et un démantèlement de nos services publics. Mais bon, ça c'est pas voilà, on voit bien aujourd'hui que, c'est pas ça que la majorité des Français souhaitent. Et les socialistes sont pris là-dedans, alors et ils s'en tirent en disant: «Oui, mais nous, voilà, on gouverne de façon responsable et on va faire un peu de social, on va s'occuper de l'environnement, on va réussir à tout voilà, nous, on est le parti de l'équilibre qui réussit à de manière» mais c'est pas très c'est pas très motivant et puis surtout, c'est pas convaincant, quand on regarde les résultats. Écoute, L'idée, c'est de revenir au pouvoir pour, réinjecter massivement, de l'argent, dans les entreprises en nous promettant que ça va permettre, de dégager, ruisseler la richesse et les emplois de demain. Bon, je pense que là-dessus, c'était intéressant, c'était la campagne de Benoît Hamon parce qu'il avait eu l'audace, et là, il y avait faire une proposition. il y avait des propositions, quoi. Bon, oser dire que, les emplois vont disparaître à cause, de l'intelligence artificielle et de la robotisation et qu'il faut penser à un autre mécanisme de financement de la sécurité sociale, de la protection sociale, ou oser dire que, à cause de ça, il va falloir, envisager de passer à un système de enfin, voilà, de revenu universel. Il y est allé trop vite et trop franco d'une certaine façon. C'était tellement en décalage avec, ce qu'était le socialisme, mais, on voit bien quand même qu'il y a des pistes. Il y a des lignes d'audace aujourd'hui, qui osent dire que, il faudrait travailler probablement différemment et moins, parce que voilà, le discours du partage du travail, c'est quelque chose qui fait partie du logiciel socialiste. La question de l'équilibre, hein, On dit ailleurs à gauche, hein. oui, mais le ministère Chez du les temps Verts, chez les Insoumis. le ministère du temps libre, enfin, voilà, c'était cette idée qu'il faut changer la vie, c'était aussi, concevoir autrement la manière de consommer, la manière de produire, la manière d'être ensemble, voilà. Donc il y a dans le logiciel paradoxalement, enfin dans l'histoire du Parti socialiste, si vous voulez, des moments où, ces questions ont été, portées, mais, aujourd'hui, beaucoup de mal finalement à embrayer. Alors bon, c'est sûr que quand vous avez un parti de 20 000 militants qui se déplacent, dont très probablement, plus de la moitié depuis 60 ans, avec pour le reste comme armature, des maires, des présidents de régions, qui sont embourbés dans des logiques de gestion, et de concurrence en plus, entre les territoires, bah, évidemment ça Ça a du mal pâtit. à infuser dans la société. Il y a
Et le PS a perdu d'une certaine façon aussi son ancrage dans des milieux universitaires, intellectuels, artistiques, mouvements sociaux, qui historiquement étaient quand même ceux qui irriguaient, le parti en idées, hein. Le parti a jamais produit d'idées à lui tout seul, c'est parce qu'il était un lieu à carrefour, un lieu de dialogue, et ça, c'est vrai que ça s'est considérablement affaibli et c'est pas prêt de s'arranger, vu la situation, du moment. Eh ben, écoute, on va suivre ça, mais quand même une des conclusions, c'est qu'il y a du pain sur la planche pour le Parti socialiste. Merci beaucoup. Absolument. Du pain et des roses, comme disait, Ouais, exactement. Sur la- Salut Frédéric. au revoir Pablo.